Si vous préférez rester dans la salle, c'est quand vous préférez. Je vais parler d'en bas. Merci. Je ne sais pas parce que là je suis après, je tourne le doigt de personne. Je vais mettre de l'autre côté. Écoutez, je n'ai pas d'autorité spéciale ni pour réagir, ni vraiment pour parler devant cette assemblée. Je ne suis pas fils de paysan, mais de diplomate. Je travaille pas la terre. Je suis venu à la réflexion sur la terre, c'est vrai, depuis très longtemps, à travers une réflexion sur le corps et sur la chair, en fait, sur la sexualité. Et je vous dirai un mot de cela sans doute lors de ma conférence de demain. Donc j'ai écouté, j'ai appris plein de choses. Je remercie aussi Régis Dubourg d'être venu, puisque voilà, apparemment c'était pas donné qu'il vienne ici, mais il a dit des choses vraiment, je pense, importantes, notamment ce que vous avez dit sur l'élevage. M'a beaucoup intéressé parce que je réfléchis beaucoup à cette question. J'ai beaucoup d'amis qui sont engagés, notamment Corinne Pelluchon, dans la cause animale et dans une critique radicale. Alors peut-être pas de l'élevage traditionnel, bon, en général ce qu'on appelle les productions animales, si vous voyez la différence, mais quand même, elle va jusqu'à dire, vu le nombre de personnes qu'il y a sur la planète, il faudrait abandonner l'élevage, etc. Et donc il y a tout un courant très étonnant qui est lié à une sorte de désespoir social. Vous savez, autrefois, il y avait une cause révolutionnaire, une cause sociale, et cette cause sociale est en train d'être recyclée soit dans la cause technologique, soit dans la cause animale, c'est-à-dire dans des choses qui ne sont pas justement proprement humaines. Et donc on arrive à cette chose-là très curieuse, enfin avec je pense à une maison d'édition suisse qui s'appelle L'Âge d'Homme, vous connaissez peut-être, qui a publié peut-être parmi les plus grands écrivains qui ont essayé de penser le XXe siècle. Je pense à ces deux grands romans qui sont Vie et Destin de Vassili Grossman qui part, et puis Le Cheval Rouge de Eugenio Corti, qui parle d'ailleurs beaucoup de la paysannerie, puisque ça part avec un village de paysans, puis après il y a la guerre, c'est juste pendant les années 70 en Italie. Que cette maison d'édition, désormais, publie des livres faisant la promotion du véganisme. Elle abandonne la littérature et donc elle dénonce le carnisme et elle défend le véganisme. Alors on peut le juger comme on veut, mais c'est quand même un signe des temps. Et si vous voulez, ce mouvement-là, j'ai essayé de le dire à plusieurs personnes d'ailleurs, ça les a scandalisés, je leur ai dit que c'est la même chose que le transhumanisme. Parce que dans les deux cas, vous êtes en situation de rupture anthropologique. Perdre notre lien avec l'élevage traditionnel, qu'on dénonce l'abattage, la production industrielle de viande, ça je suis d'accord, mais qu'on perd de vue que le Christ est le bon pasteur, ça doit vouloir dire quelque chose, qu'Abraham, qui est appelé, est un berger, enfin voilà, c'est une rupture anthropologique. Et voilà, on est à cette époque-là, et il faut bien voir qu'en plus, cette rupture, voilà, on la retrouve vers des gens qui revendiquent un retour à la nature. Donc vous voyez, il y a des ambiguïtés qui sont très fortes. Alors, de ce que j'ai entendu, je voudrais juste faire trois remarques, qui sont trois remarques, je dirais, un peu critiques. Après tout, je suis là, mais c'est pour apporter voilà, une autre voix et faire quelques réflexions sur ce que j'ai entendu. La première, c'est une critique de la nostalgie et d'un ton qui serait, je dirais, un ton de la plainte, de la récrimination. J'avoue que moi ça me gêne pour différentes raisons, mais je vais vous l'exprimer. C'est vrai que, comme l'a dit Emmanuel, les temps sont rudes. Mais comme l'a dit très finement Jean-Louis, la crainte de susciter une nostalgie qui serait peut-être déplacée, etc. La chose la plus fondamentale, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aurais des réticences à voir forcément dans les discours
peut-être de Philippe de Villiers ou d'Éric Zemmour, forcément des discours qui seraient vraiment le fondement de ce que nous avons à rechercher. Où il y a une grande part de nostalgie, où il y a une grande part de désespoir à l'époque. Voilà. La première chose que nous devons comprendre, c'est que c'est la Providence qui nous a placés dans ce temps, et pas dans un autre. Et que vous ne pouvez pas être chrétien et avoir foi dans le Créateur et rêver d'être né dans d'autres temps. Ce qui signifie que c'est ici que nous avons notre mission, même si les temps sont rudes, mais ont-ils jamais été cléments depuis la chute? Si vous voulez, la crise elle a commencé il y a quand même quelques temps. Donc on est en crise depuis l'origine. C'est dur depuis l'origine. Lisez les textes des pères de l'Église, je veux dire, il n'y a pas cette idée qu'il y aurait eu... Enfin, bon, il y a eu peut-être l'Éden, peut-être qu'il y a cette sorte de nostalgie profonde, mais qui relève d'un état qui est ou anté-historique, en tout cas pré-lapsaire, on dit avant la chute. Donc il faut faire très attention à ce discours-là. Ça a toujours été rude. Maintenant, il se peut qu'il y ait des choses sans précédent et qui soient pires. Hein. Mais il y a aussi des choses qui sont meilleures. Il y a la double croissance du bon grain et de l'ivraie. Nous allons sans cesse, en même temps, vers le meilleur et le pire. Et donc, l'enjeu à nous, c'est aussi de discerner ce qu'il y a de bon au milieu des périls. Vous connaissez la fameuse phrase du poète Hölderlin, qui est souvent citée par Heidegger, qui dit, et justement en train de penser le problème de la technologie, de la perte de la terre, de ce qu'il appelle la Heimatlosigkeit, la perte de la patrie, hein, qui est la condition de l'humanité aujourd'hui. Mais il aimait à reprendre cette phrase qui dit, voilà, au lieu du péril, croient aussi ceux qui sauvent. Donc, on est dans une situation qui est de type, voilà, le modèle de cela, c'est ce qu'on peut appeler une apocalypse, c'est-à-dire où il y a catastrophe, mais aussi la catastrophe sert à une révélation. Or, je tiens à vous le dire, le rapport que nous entretenons aujourd'hui avec la Terre, que nous pouvons entretenir avec la Terre, est justement, d'une certaine façon, inouï. Pour nos pères, pour ceux qui nous ont précédés, ce rapport était marqué sous le signe, d'une part, d'un héritage qu'on avait de toute façon, d'une nécessité, je dirais, non choisie, non volontaire. Or, c'est aujourd'hui, au moment où l'homme est en train de perdre de vue le caractère essentiel de l'agriculture, de la culture, pour le dire de manière plus générale, que d'un coup nous nous rendons compte de l'importance de cela. Et dans une lumière qui est complètement nouvelle. Bah, je vous donne un exemple. Hein. Aujourd'hui, admettons que demain on vous propose l'immortalité. C'est un thème qui a été pensé justement par le grand poète vigneron qui était Gustave Thiebaud. Eh bien, vont se poser des questions que les philosophes d'autrefois ne se sont jamais posées, parce que forcément, il fallait faire avec la mort. Mais aujourd'hui, on va se dire, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à être mortel? Vous voyez? Or, le travail de la terre, c'est dur. C'est dur. C'est un travail... c'est pas parce que ce travail était tout le temps merveilleux, qu'il y a eu que beaucoup ont quitté la terre, c'est qu'il y a aussi une difficulté. Et c'est pas simplement des conditions, je dirais, modernes d'existence. Bien sûr, il y a eu toute une histoire de la modernité liée au développement des grands propriétaires terriens, notamment en Angleterre, de l'industrialisation, mais il y a eu quand même une fascination du monde industriel à un moment donné, parce qu'on voulait échapper aussi à une certaine dureté, aux aléas aussi de la vie paysanne. Il y a quelque chose. Donc, aujourd'hui, dans la situation actuelle, tout d'un coup, on voit des jeunes qui reviennent et qui disent « mais en fait, être paysan, c'est mieux que d'être ingénieur. » Parce qu'il y a des néo-paysans qui apparaissent.
Et donc, c'est un nouveau rapport à la Terre. Vous voyez, où tout d'un coup, on voit, se révèle un lien que l'homme entretient avec la Terre, qui est beaucoup plus originel, beaucoup plus lucide, beaucoup plus profond, qu'il n'a jamais été. Alors bien sûr, les anciens nous disent des choses, spécialement d'ailleurs les auteurs latins, je pense, grec et latin, mais je pense surtout à Virgile, qui est le grand poète, bien sûr, de la Terre. Mais malgré tout, des choses reviennent à nous dans cette situation apocalyptique. Vous voyez? Et ça, c'est incroyable. C'est quand même formidable, parce que nous sommes dans une lucidité. Et la question de la sexualité, et du fait qu'on ait des enfants par voie sexuelle, de manière très mystérieuse, on n'a pas de compétences pour être des parents, on couche avec une femme, tout d'un coup il nous apparaît un enfant, alors on dit qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas trop quoi faire. On est dépassé, on le met dans un tiroir, on dit pleure parce que voilà, sur le moment on essaye, puis après on se dit que c'est bon, ça n'arrange rien. Donc on tente des trucs, on ne comprend pas. Alors on pourrait dire aujourd'hui, mais cette manière de faire n'est pas bonne, il faut passer par des experts, aussi bien pour la production de l'enfant ou pour son éducation. Mais vous voyez, on sent aujourd'hui que ce n'est pas possible. Et donc ces choses-là, qui n'étaient pas des options pour les anciens, en devenant des options, nous devons en revisiter la nécessité dans une lumière nouvelle. Voilà. Alors c'est là où je voudrais dire qu'il y a quand même quelque chose de formidable. Et d'une part, nous n'avons pas été mis là pour rien, c'est dans cette époque que nous avons notre mission, mais qu'en plus, à l'intérieur de cette catastrophe, tout d'un coup, nous entrons dans une relation neuve, avec une nouvelle lucidité dans le rapport à la Terre, qui n'est pas un rapport, je dirais simplement païen. Parce qu'on pourrait dire, ben voilà, le cosmos, l'ordre de la nature, etc. Un chrétien sait que le cosmos n'est pas la référence ultime. Qu'il y a un créateur. Notre référence, c'est pas, d'ailleurs, quelqu'un l'a dit, c'est pas, je crois, oui, c'est vous qui en avez parlé, c'est pas Dame Nature, notre point ultime. Merci d'ailleurs pour ce que vous avez dit, parce que tout ce que vous dites, j'étais très proche de tout ce que vous avez dit. J'avais l'impression d'entendre un nouveau personnage de la pastorale des 100 ans de Provence. Et vous savez combien ces personnages sont attachants, c'est ça ce que je veux dire. Merci. Donc, voilà, cette situation de Alors, deuxième point qui est en lien, il ne faut pas séparer les problèmes. On peut parler du suicide des paysans. Vous savez qu'il y a des suicides d'employés en permanence. La question du suicide, elle se pose, elle est généralisée dans la société. En fait, nous sommes dans une crise radicale du travail. Et ça, aujourd'hui, par exemple, la caractéristique actuelle, je pense que la question de la disparition du monde rural, de l'exode rural, c'est une question presque antérieure, mais aujourd'hui, on est dans une étape qui est encore plus avancée de la prolétarisation du travail de bureau. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui fantasment le retour à la Terre, et qui le fantasment, entre ceux qui iront jusqu'au bout et ceux qui le fantasment, vous voyez. Donc il faut accompagner un rapport lucide à cette Terre. Mais en ce moment, vous savez que ce qui se passe, c'est que ceux qui ont fait des études d'ingénieur ou des études de commerce vont se retrouver moins bien rémunérés que des plombiers ou des artisans, ce qui est évident aujourd'hui, mais ce n'était pas évident aujourd'hui. Donc on a une inversion de l'échelle des rémunérations, mais pas seulement la question de la rémunération, parce qu'on est dans une situation de crise du salariat, puisqu'en plus, ceux qui font souvent ces études-là font ce qu'on appelle des bullshit jobs, donc des métiers à la con. Vous travaillez dans une multinationale avec une telle division du travail que vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne voyez pas le fruit de votre travail. Donc il n'y a plus le travail. Le but du travail, c'est d'être un salarié pour être un consommateur, de gagner de l'argent, mais vous n'avez plus de visibilité de l'œuvre. Et si vous voulez, cette crise radicale du travail, c'est un problème majeur. Et puis, je ne parle pas aussi des questions d'accélération du travail, etc. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ne vous trompez pas, la paysannerie a le vent en poupe. Non, ne vous trompez pas, dans la jeunesse d'aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est un état fantasmatique aussi. N'oubliez pas que c'est le monde de l'hypertechnologie qui nous fait fantasmer un retour à la pure nature. Parce que quand vous êtes dans un monde, qui devient nudiste? C'est pas un homme primitif qui est nudiste. Les hommes tout de suite, ils mettent des vêtements, au moins des étuis baignants. Mais
quand vous êtes un directeur commercial de banque allemande, pour prendre un exemple, vous allez faire du naturisme. Vous comprenez, c'est une compensation, c'est un fantasme. Vous décompenser dans un truc qui n'a jamais existé, vous pensez que c'est ça la nature. Non, c'est pas ça la nature. Un homme primitif, il se peint le corps, il porte des plumes multicolores. Regardez les hommes, la virilité, je sais pas moi, des patous par exemple. C'est ça. C'est très coloré, c'est très vivant. Alors, c'est pas du tout ce qu'on croit. Bah, vous voyez, de la même façon, on fantasme un retour à la pure nature, comme si notre rapport à la nature n'était pas toujours un rapport à la culture, et un rapport de culture. On accompagne dans la nature, on sait que cette nature est blessée, on sait que cette nature aussi attend, l'homme en fait partie, et attend aussi, justement, le travail de l'homme aussi, pour libérer, justement, ça, pour recevoir ce qu'il y a de don, mais aussi pour accompagner, comme vous l'avez très bien dit, Jean-Louis, et voilà, ce qu'il y a en elle. Et donc, aujourd'hui, la nature, c'est ce qu'il y a sur des fonds d'écran. Et vous êtes persuadé que c'est, voilà, les pauvres petits requins, le gentil loup, les méchants petits enfants qui ont une empreinte carbone, etc. Mais tout est inversé, hein, en plus, dans ce domaine-là. Donc ça, il faut faire très attention. Il y a aujourd'hui un problème général du travail sous l'emblème du paradigme techno-économique, comme dit le pape François, et qu'aujourd'hui, vous allez voir, il va y avoir un phénomène très fort de désir de revenir à la terre, de revenir à la culture. Et moi, je l'expérimente auprès des étudiants qui m'entourent, de certains qui étaient mes étudiants, dont je suis maintenant aussi les disciples, enfin le disciple, mais qui certains font cela. Hein, et si c'est un de mes anciens élèves, qui est devenu le fondateur de la revue d'écologie intégrale Limite, c'est dans cette ligne-là, et je vois toute cette jeunesse qui monte maintenant. Il faut que ça s'accompagne et que ce ne soit pas simplement une utopie agraire. Rien n'est plus contraire à l'utopie que le fait d'avoir une terre, parce que l'utopie, c'est justement le non-lieu, l'absence de topos réel. Donc il y a cet enjeu-là, et ça, il faut l'accompagner. Le troisième point, le dernier point, c'est justement sur... on a parlé de la question agriculteur chrétien, chrétien agriculteur, etc. Sur la place du christianisme dans le rapport à la terre. Il faut faire très attention. On peut accuser à juste raison le monde technolibéral et on pourrait dire la marchandisation, j'en parlerai demain, la monétarisation généralisée de l'économie. Mais il ne faut pas oublier le rôle qu'ont joué beaucoup de chrétiens pour la situation actuelle du monde agricole. Je vous rappelle que, d'abord, paysan et païen, c'est la même étymologie. Donc, vous pourrez avoir une religion de la terre, une religion du sol, c'est le paganisme. Et on pourrait interpréter le christianisme comme une religion, d'abord, parce qu'on nous envoie au bout du monde, etc., donc de déracinement. Et certains ont fait cette lecture-là. Ça, c'est le premier point. Donc, vous voyez, quel est le rapport du christianisme à la terre, de l'évangile à la terre? Il est à la fois évident, parce qu'il y a le pater agricola, mon père est le vigneron, qui est le Christ, et en même temps, il vient déplacer le problème par rapport au paganisme, où le référent ultime, ça n'est pas la terre, c'est le ciel, où le référent ultime, ça n'est pas le cosmos, c'est le Dieu créateur. Et donc, vous voyez, à partir de là, peut apparaître des hérésies très fortes en tout cas, il y a quelque chose qui va nous faire sortir de la logique de l'autochtonisme ou de l'enracinement qui serait, on serait deux souches et on serait simplement sur une terre et depuis toujours. Chez les Grecs, c'est pensé comme ça. L'ancêtre d'ailleurs des Athéniens serait directement sorti de la terre. Donc vous avez une légitimité sur votre sol, vous êtes sorti de la terre, voilà. Mais c'est pas ça qu'il y a dans le christianisme. Donc vous voyez,
il y a un problème, et je vous parlerai peut-être demain du moment latin et pourquoi c'est très important la pensée latine dans cette réflexion-là, parce que les latins, justement, ce sont des personnes qui ont quitté Troie, dans leur légendaire, hein, et qui n'ont de légitimité en Italie que parce qu'ils ont cultivé la terre. Donc on est dans un modèle qui n'est pas celui de l'enracinement, enfin de l'autochtonisme en tout cas, mais un modèle qui est celui de la culture. Ma légitimité à un endroit, c'est que j'en prends soin. Voilà. Bon, c'est là où... Et donc on est dans une logique qui ressemble à celle aussi de la charité. Mais il n'en demeure pas moins que quand on est né quelque part, c'est aussi une providence qui nous a fait naître là. Donc il ne faut pas non plus avoir trop vite la bouche jeune, surtout quand on est un laïc. Alors, cependant, vous voyez, je dis, le christianisme a joué un rôle. C'est pas simplement le monde environnant. Regardez, par exemple, le développement de l'agriculture industrielle, du productivisme agricole en France. Il a été porté spécialement par la Jacques. Vous savez, et d'ailleurs aujourd'hui, vous savez bien, vous avez, Régis Dubourg pour en parler, il y a beaucoup de chrétiens, de catholiques, voilà, au sommet de la FNSEA, au sommet des grandes organisations. Et pourquoi? Parce que c'était ce productivisme agricole, la promesse d'un rendement extraordinaire, et nous allions nourrir les hommes, nous allions nourrir notre prochain, nous allions... Vous voyez? Et on y a cru, au nom de la charité envers le prochain, au nom de... Voilà. Il faut nourrir les affamés. Et donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui est là, mais qui vient de quoi, en fait? Qui vient de, à mon avis, de très très bonnes intentions. Mais d'un fond qui a toujours été très fort parmi les chrétiens, qui n'est pas l'évangile, qui n'est pas la doctrine de l'Église, mais qui est un fond, je dirais, de gnosticisme, de spiritualisme, qui fait que on a perdu de vue ce rapport fondamental à la terre, à la chair. Vous savez que pour reconnaître que c'est la famille, la différence sexuelle qui est l'image de la Trinité, alors que c'est écrit quand même dans le début de la Genèse, il a fallu attendre le XXe siècle. Prenez tous les pères de l'Église, il y en a que quelques-uns qui le disent, mais généralement c'est pour rejeter cette idée-là et dire, quand on dit que l'homme est à l'image de Dieu, c'est parce qu'il a un esprit, parce qu'il est libre ou pas. Mais c'est jamais vu dans le corps de l'homme et dans la différence sexuelle. Donc vous voyez bien que cette tentation spiritualiste, alors on peut le comprendre dans un premier temps parce que le paganisme avait pu avoir une religion avec des prostituées sacrées, avec des dieux qui étaient des parèdres, il y avait des hommes et des femmes, et donc la sexualité était elle-même sacralisée, mais jusqu'à nous faire entrer dans quelque chose qui était un délire sur Dieu. Donc on a pu avoir dans un premier temps d'abord une purification, si vous voulez, de cela. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans une forme d'erreur qui nous a profondément marqué, le spiritualisme, d'erreur anthropologique. Vous pouvez attaquer, par exemple, moi je suis toujours très gêné, j'ai encore vu ça sur une couverture, je ne sais pas, sur une famille chrétienne, peut-être des gens qui connaissent ces choses-là, et c'est une une correction fraternelle, hein, mais je ne sais pas. Voilà, j'aime beaucoup les gens de la Vif pour tous, j'ai pu essayer de travailler un peu pour eux, etc. Mais on nous propose donc de signer une pétition qui s'appelle, je ne sais pas, Mom, Dad and Kids, je crois, c'est ça. Et il y a écrit au-dessus, ne laissons pas les LGBT, vous savez, faire du mal, etc., envahir tout, faire du lobbying, etc. Comme si, et c'est le problème aujourd'hui d'une société unisexe, d'une société qui perd le sens de la différence sexuelle et de la différence générationnelle, ça venait des LGBT. Je vous dis franchement, hein, si c'était un petit groupe de lesbiennes féministes qui avaient eu cette emprise sur le monde, moi je pense qu'il faudrait leur faire des statues, quoi, les vénérer, parce que vous vous rendez compte la puissance, le pouvoir, mais ça vient pas de là. Ça c'est un symptôme. Ce qu'il y a derrière, c'est un fond de spiritualisme, même en philosophie. Les philosophes, ils ont parlé de l'homme, ils ont parlé de la conscience, de l'homme comme conscience, de l'homme comme liberté, ils ont parlé même pour certains de Dasein, prétendant essayer de revenir à la chose plus originelle.
est-ce qu'ils ont constaté qu'il y avait des hommes et des femmes? Est-ce qu'ils ont pensé le fait qu'il y avait des hommes et des femmes? Est-ce qu'ils ont pensé le fait que ces hommes et ces femmes, il fallait les nourrir et que la question de la nourriture, c'était le terme d'un acte agricole? Vous voyez, on a toute une anthropologie, et une anthropologie moderne, qui est à la source de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le stade ultime d'une histoire aussi de la philosophie, vous voyez, et c'est pas simplement une poignée de gays et lesbiens qui ont fait ça, quoi. Les pauvres. Et ils sont sympathiques, à la limite, ils ont mis le nez dans le problème. Donc non mais c'est vrai, moi je les aime mieux en fait que les autres, qui, généralement, pour eux c'était pas un problème, on n'a jamais réfléchi là-dessus, on n'a même pas pensé ce mystère. Donc vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention, il y a une question qui se pose, qui relève aussi de l'essence du christianisme et de l'anthropologie chrétienne. Nous pouvons attaquer les autres, mais la question c'est quelle est la place, vous voyez, du rapport à la terre dans la spiritualité. On a pu très bien penser la spiritualité en dehors de tout rapport à la terre, même à l'intérieur du christianisme. Or, je crois que ce temps-là est désormais révolu. Ma thèse, par exemple, c'est que si vous êtes dans un monde où vous ne vivez qu'avec du virtuel, il n'y a que des avatars, il n'y a que des choses, vous êtes dans un monde où les êtres ne naissent pas, ne meurent pas, donc vous ne pouvez pas croire en la résurrection. Les gens qui ont cru en la résurrection, c'était des gens qui croyaient en la mort, qui étaient confrontés à la mort. Pas des gens qui ignoraient la mort, hein, c'est pas vrai, au contraire. Ils touchaient les morts. Ils prenaient soin de leurs morts. Qui reçoit la première annonce de la résurrection? Des femmes qui sont prêtes à toucher le corps mort de Jésus. Vous avez déjà touché? Est-ce qu'on a l'occasion? Non, vous voyez, tout ça, c'est une économie de rapport au réel, vous voyez, qui est en jeu. Eh bien, de la même façon, vous voyez, est-ce qu'il peut y avoir une verticalité, ce qu'on va vers le ciel, s'il n'y a pas d'abord de rapport à la terre? La verticalité, c'est... Sinon, hein, vous pouvez être très très haut dans le ciel, mais c'est horizontal. Donc, vous voyez, c'est ça l'enjeu. C'est que nous sommes dans une situation formidable parce que, aussi, une dimension profonde de la vie chrétienne, se détachant du paganisme, donc n'ayant pas le même rapport à la terre que le païen, mais en même temps, ayant un rapport peut-être encore plus profond, encore plus décisif dans sa vie spirituelle. Et c'est ça qu'il s'agit de penser. Et que j'essaie de penser aujourd'hui, donc je vous en dirai quelques mots demain. Mais voilà, c'était les quelques remarques que je voulais faire, qui sont des remarques un petit peu en décalage, un peu critique, mais critique au sens d'un discernement à avoir, voilà, par rapport à la réalité de notre situation. Voilà. Je remercie beaucoup Fabrice Attal de ce qu'il vient de dire, et en particulier de quelque chose qui m'a beaucoup marqué.